9h30. Chers amis, la matinale Nicolas Tocsin, Vidal. ce matin, on va continuer à parler de nos amis agriculteurs. Vous le savez, c'est extrêmement important. C'est des sujets qui ne doivent pas tomber dans l'oubli au vu de ce qui se passe en ce moment, ZFE, DPE, guerre en Ukraine. Mais il y a tous les agriculteurs. Cher Pierre-Guillaume Mercadal, salut Pierre-Guillaume, comment vas-tu? Ça va et toi? Ben, je suis en pleine forme. Je t'appelle pour que tu nous fasses un petit débrief. On a eu Patrick Legras plus tôt dans la semaine sur Tocsin. Je voulais aussi t'avoir pour nous donner un peu d'infos parce que tout ça, rien n'est réglé. Le Conseil constitutionnel vous fait l'affront, nous fait l'affront de vider de sa substance la loi agricole 2025 en enlevant la notion fondamentale de souveraineté alimentaire. Enfin, ces gens-là, mais à un moment donné, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus en fait du côté des agris, quoi. Ben, écoute, alors oui, on peut s'attarder effectivement sur les petits points positifs qu'avait cette LOA. Ouais. On va commencer par ça, mais après Ouais. je vais t'expliquer aussi et surtout pourquoi elle servait à rien. Ouais. Alors oui, effectivement, la notion de souveraineté alimentaire qu'on sacrifie au profit de la priorité écologique quand tu sais ce que représente la France en termes de pollution mondiale. Ouais. Et que tu sais par contre l'enjeu qu'est pour nous la production alimentaire. Et en plus, j'ai envie de te dire, on pourrait avoir une agriculture hyper verte, encore plus verte, 2 fois plus verte. Mais à ce moment-là, on sort du système mondialiste qui nous met en concurrence déloyale. On impose à tous les paysans français de faire plus bio que bio. Pourquoi pas? S'il n'y a pas de concurrence illégale, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, il y aurait des problèmes un peu de productivité, mais quand bien même, on pourrait trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions et s'améliorer, il faut pas nous mettre en concurrence déloyale avec des produits que personne ne voudrait manger s'ils savaient comment ils étaient produits. Voilà. Ouais. Donc ça, déjà, c'est un scandale absolu. C'est de l'idéologie, de la bobologie, de ce que tu veux. On sert des idéaux, on tue un pays pour des raisons hallucinantes. Enfin, je sais pas, j'ai même pas les mots, si tu veux. C'est tellement con. Enfin, c'est géré par des gens qui voilà, enfin, c'est la technocratie, quoi. C'est des gens qui théorisent des trucs dans des bureaux, ils ont aucune idée de ce dont ils parlent. Mais voilà, c'est eux qui ont le pouvoir, on les écoute et puis c'est tout. Donc, si tu veux, on a déjà donc ce problème-là dans la LOA, effectivement. Après, il devait y avoir une simplification administrative. Là aussi, c'est retoqué. Il va en accoucher une souris, ça aura pas grand intérêt. Et on refuse, là aussi, encore une fois, en faisant passer l'environnement d'abord, de partir du principe qu'il y ait une présomption d'innocence, si tu veux, pour un paysan qui ferait une connerie et qui serait attrapé pour un problème environnemental ou que sais-je. Alors moi, je suis pas à défendre justement les lobbies ou tout ce que tu veux, ou à vouloir qu'on pollue les cours d'eau. Je te dis, je suis hyper extensif, je suis en bio, c'est pas le problème. Mais si demain tu te retrouves en garde à vue ou où tu veux, enfin, il y a une présomption d'innocence, tu vois. Et les paysans, en fait, ils n'ont pas le droit au nom de l'idéologie écolo. C'est voilà. T'es de facto coupable, quoi. T'es de facto coupable. C'est ça. Ben, on est coupable d'à peu près tout. Après, si tu veux, pour moi, cette loi était vide. Bon, tu avais cette idée de souveraineté alimentaire qui était pas mal, mais le fond du problème, c'est qu'on doit changer de modèle. Le fond du problème, c'est le modèle, ce modèle mondialiste, qui fait qu'on court après les exportations et les importations, mais en fait, si tu veux, ben on en revient du coup à cette notion de souveraineté alimentaire, mais qui n'était pas vue sous cet angle-là dans ce qu'ils voulaient faire avec la loi d'orientation agricole. Le vrai problème, il est là, c'est que les exportations, ben, de par les multiples normes qu'on a particulièrement en France et le coût de main-d'œuvre et les charges, tout ce que tu veux en France, ben, on a beaucoup de mal à être compétitif à l'export. Et en fait, on produit de moins en moins. On a déjà tué le secteur secondaire en France. Là, on est en train de tuer le secteur primaire. Il va rester que le tertiaire. Sauf qu'avec le tertiaire, pour produire de la richesse, si tu veux, c'est quand même très compliqué. Pour produire de la richesse, il faut produire quelque chose. Et c'est pas avec les 110 milliards que met Macron dans l'IA, si tu veux, qu'on va concurrencer les Chinois, les Russes, les Américains. Si tu veux, tu vois à l'heure actuelle, je te l'apprends pas, ben, la politique que mènent les États-Unis, la politique que mènent les Russes, la politique que mène le Brésil, ou plus largement même les BRICS.
les, les pôles qui se redessinent au niveau mondial et tous tournent sur du protectionnisme. Tu prends un pays comme l'Inde qui est en train de monter comme des fous. S'il y a du libre-échange entre eux et nous, comme Ursula von der Leyen vient d'en parler, ils veulent lancer ça. Il y a un grand, pour le dire à tous les spectateurs, il y a un grand projet d'un grand accord de libre-échange qui sera fixé et décidé, signé par la main d'Ursula von der Leyen d'ici la fin 2025. Il faut le cadrer pour nos téléspectateurs. Voilà, histoire de venir mettre les derniers clous dans le cercueil de l'agriculture. Et puis, si tu veux, je dis ça sans haine raciale ou ce que tu veux, mais putain, l'Inde, t'as envie de manger indien sans déconner. La cuisine indienne peut être très sympa, mais quand tu vois les problèmes sanitaires qu'ils ont là-bas, si tu veux, merci, bonsoir. Et la politique de l'Inde, c'est quoi depuis des décennies? C'est acheter nos technologies, nos savoirs et tout produire chez eux. Les Américains sont sur la même ligne, les Chinois, c'est toute leur histoire. Ça fait des millénaires que c'est la politique en Chine. Et nous, en fait, on est en train de tous aborder, de plus rien produire, mais en fait, on va s'en sortir comment à la fin? C'est un suicide assisté là, hein, l'Union européenne, l'Europe, c'est plus possible. Oui, c'est pour ça que je continue à penser. La révolte agricole, elle a quand même maintenant 1 an et demi. On va pratiquement arriver à 1 an et demi, depuis janvier 2024. Même avant, c'était novembre 2023, les premiers panneaux retournés. Je me souviens très bien ici chez moi. Donc ça commence à faire un peu. Mais ces gens, en fait, c'est la technique de l'édredon, quoi. Tu appuies sur l'édredon, ça rentre et puis ça revient au même endroit, ça n'a pas bougé et on continue à avancer dans une idéologie. On invisibilise, on n'en parle pas. On met 2 ans à faire une loi qui change rien. Parce que nous, si tu veux, quand je te dis qu'il faut qu'il y ait un changement de modèle, c'est ce qu'on répète, ce qu'on s'évertue à répéter. Nous, ce qu'on veut, c'est pas des primes, c'est pas la PAC, c'est pas nous. Ce qu'on veut, c'est juste être payé au juste prix. D'ailleurs, le juste prix, sans rentrer dans des trucs bizarres, bizarre, c'est pas le mot, mais sans partir dans du complotisme ou dans un cours d'histoire, la loi du juste prix, c'est la première loi qui a été supprimée après la Révolution. Ce qui peut aussi expliquer que tant de paysans ont voulu se battre pour le roi, mais bon, bref. Mais ce problème de modèle mondialiste où, en gros, seuls les intérêts de la finance comptent, c'est bien gentil, mais comme je te dis, ça a ses limites. Si on produit plus rien, on va finir par plus pouvoir importer, ou alors on importera vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Et les gens qui ne se réveillent pas et qui ne voient pas ça, moi, me terrifient. En fait, je me dis, ces gens sont complètement stupides. Les gens ont peur. On voit qu'on va vers des problèmes, vers une fin d'empire, vers une casse, vers même un conflit sur notre sol, pourquoi pas. Mais en fait, là, on est dans le reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on continue. Les gens, ils disent non, non, tout va bien. On va continuer à voter Macron. Surtout, on préserve le système. Mais le système, il est mort, en fait. Il respire artificiellement. Il est nourri avec une sonde. Il n'existe plus, le système, en fait. On a 3000, bientôt 500 milliards de dettes en France qu'on n'arrivera jamais à rembourser. Ça sert à rien de se raconter des conneries. Bon, voilà, à un moment donné, il va falloir, tu vois, il va falloir accepter notre destin, se remonter les manches et y aller, quoi. Mais si on n'accepte pas la casse, ça va finir par nous tomber dessus, mais quand on sera affaibli au dernier degré. Donc, voilà. T'as pas l'impression tout de même qu'avec la révolte des agriculteurs et la question du Mercosur, la Mercosur, on n'en parle plus du tout. Alors le Mercosur, ça a été merci messieurs, il n'y a rien à voir, au revoir, on tire le rideau. J'espère avoir l'espoir, tu vois, c'est quand même un grand espoir hypothétique, qu'il y a une partie de notre population, de nos amis français, de nos compatriotes, qui ont compris qu'à un moment donné, l'intérêt de l'agriculture française, la souveraineté, la sécurité sanitaire, des trucs un peu basiques, quoi, tu vois. Mais les gens, ils comprennent. Mais on est toujours face au même putain de problème. C'est-à-dire que les gens voient que ça va pas, mais ils te disent tous qu'ils attendent de l'homme providentiel pour le suivre. Et ça, c'est un discours que moi, j'arrive plus à supporter. Et puis, du coup, tous ceux qui agissent, on n'en fait jamais assez. Oui. Tu vois, je vais faire un parallèle avec mon ami Papacito, tu vois, qui m'a sauvé la vie, qui a sauvé ma ferme, qui voilà. Lui, il s'est expatrié en Espagne, mais parce qu'en France, le système faisait qu'il avait une perquisition minimum par mois, qu'il n'avait plus aucune compagnie d'assurance qui voulait l'assurer, donc il pouvait pas assurer sa maison, sa bagnole, c'est invivable, et il avait plus aucune banque française qui voulait de lui, alors qu'il avait de l'argent. Tout ça parce que grand opposant à la franc-maçonnerie. Bon, tout ce que je dis est officiel, est prouvable, et voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais t'as des mecs qui arrivent à le critiquer. Mais putain, qui ose aller mener les combats à visage découvert, aller en première ligne? Il y a tellement peu de gens
qui sont prêts à aller mener les combats, et les autres restent sur leur canapé et critiquent, en fait. Ils ont l'impression d'être sur Netflix, sauf que c'est le réel qu'on vit. C'est Et vrai. ça, si les gens ne rentrent pas dans le réel et reprennent pas leur destin en main, parce que dire ça va pas, tout ce corrompu, c'est de la merde. Ouais. Oui, d'accord, ok. Mais si tu remontes pas tes manches et que tu viens pas nous aider, en fait, ferme-la. Enfin, voilà, c'est tout. Ouais. Et Oui, ça, c'est une grande maladie de notre société, hein, parce que les gens, ils ont peur d'une garde à vue, ils ont peur de prendre une gifle, ils ont peur. Oh, on est en bas de nos anciens de 14, de 39-45, de l'Indochine, l'Algérie. Oh, eux, ils sortaient de tranchées en se faisant tirer dessus avec des mitrailleuses, ils étaient bombardés, ils faisaient la guerre. Et nous, ouais. on a peur de manger une calotte par un CRS. Non, mais ça, sans déconner, Mm. on a que ce qu'on mérite à un moment donné, hein. Mm. Ouais, c'est ça qui est terrible, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un effondrement généralisé et on se rend compte qu'il y a des gens, tout de même, il y a une certaine apathie populaire qui persiste, hein, mais qui vraiment qui persiste. Et pourtant, l'effondrement, on le voit, il est sur tous les niveaux. L'agriculture, l'économie, la sécurité, j'en parle même pas, la sécurité, ça devient OK choral. Enfin, c'est plus admissible collectivement, je pense, concrètement. Et puis notre démocratie, c'est terminé. Enfin, on a un François Plan-Plan qui fait ce qu'il veut. On a une opposition qui cascaille sur les plateaux télé, comme je le dis, comme on dit chez moi. Et on se rend compte qu'il y a encore cette apathie populaire qui pèse et qui est en train de flinguer nos agriculteurs, qui est en train de flinguer notre souveraineté de tous les plans. Et flinguer notre nation, tous les Ouais. secteurs, tout. Mais en fait, ce que les gens aussi, ce qui me navre un peu que les gens comprennent pas, c'est que à un moment donné, il faut faire des constats. Tout le monde est là à dire que, et c'est une réalité, hein, qu'il y a plus d'ordre, qu'il y a plus de sécurité, que. Ben oui, mais c'est une réalité en fait. On est dans un monde où l'État ne comprend que le rapport de force, et l'État comme l'Union européenne, c'est des géants en pied d'argile en fait. Mm, mm, Donc, si les gens décident de se rebeller et d'arrêter de collaborer avec le système, mais le système, on le fait tomber très très vite. Et c'est mm, terrible que les gens ne réalisent pas ça en fait. Moi, mm, c'est ce que je dis, ça me terrifie ces gens qui sont dans la critique mais qui font rien mm, et qui voient pas que justement l'État fait rien parce que l'État est faible. Et si tu veux, Macron, il peut rêver de tout ce qu'il veut, mais que ce soit les paysans ou autres, en fait, les flics, ils ouvrent pas le feu, tu vois ce que je veux dire. mm. Ouais. C'est les flics qui sont à bout aussi. C'est la deuxième population touchée par le suicide, si tu veux. Oui. Oui. Pour eux, Il y a c'est une affreux aussi. accélération, si tu me permets, Pierre-Guillaume, il y a une accélération ces dernières semaines avec des jeunes policiers qui se sont suicidés, hein. Ces dernières semaines, c'est très récent, là, hein. Il y en a eu même deux coups sur coup à un moment donné en région parisienne. En fait, c'est effrayant, quoi. Effrayant. Effrayant. Ben, pour avoir des amis flics, même en région Ouais. parisienne, justement, ben, ils te Mm. disent qu'ils font. C'est même plus du maintien de l'ordre ce qu'ils font. Ouais. Mm. Ils, ils savent même pas les mecs, les copains, parce qu'il y en a vraiment parmi mes meilleurs amis. Ils Mm. te disent vraiment qu'ils ne savent même pas comment ça tient. Mm. Ouais. Voilà où ils en sont. Ils vivent des trucs que quand ils se sont engagés, ils auraient jamais imaginé vivre. Mm. Voilà. Mais donc, si tu veux, moi, en plus, quand j'appelle à la désobéissance, moi, je dis pas qu'il faut aller tirer sur les flics, hein, ça a jamais Ouais. été ça mon Mm. discours. Ouais. Mais c'est qu'on recule pas et qu'on y aille, en fait. Et comme je te dis, au point de rupture, alors, faudra peut-être malheureusement un jour qu'il y ait un peu de casse, mais au point de rupture, les flics, ils baisseront les boucliers, hein, parce que les flics, notre bien-aimé président, ils le haïssent autant que nous on le hait, hein. Ouais. Je peux te Ouais. dire que c'est pas, vu le nombre d'actions agricoles que j'ai pu faire en un an et demi, je peux te dire que j'ai pas parlé avec un flic ou un CRS qui soit pas sur notre ligne. Mm. Alors, Ouais, ouais, oui, parce que oui, il y a une prolétarisation, une paupérisation des forces de l'ordre. D'ailleurs, n'importe quel régime totalitaire paye bien ses policiers pour en faire une véritable garde prétorienne. Mais là, même Macron, il n'a pas cette intelligence-là, puisque bon, il leur a filé des primes à droite à gauche, mais les conditions de travail sont terribles aussi, parce qu'il n'y a pas que les primes, il y a les conditions de travail aussi tous les jours, hein. mais tu Voilà. sais, au salon de l'agriculture cette année, j'ai vécu un truc qui était original et j'ai pour le coup des centaines de témoins. Il y a même des vidéos. Ouais. On s'est fait piéger. Il n'y avait même pas d'hostilité de notre côté. C'était un truc de Mm. fou. Bon, bien sûr qu'on en a après Macron, mais on n'allait pas, on n'essayait pas d'aller le choper ou quoi que ce soit. On était en train d'aller voir les grands Mm. organismes. Tant pour, je sais pas si on a le temps, c'est pas le sujet, mais de Oui, la oui, magie oui. qui s'est passée Mm. au niveau des élections agricoles. Oui, Mais oui, on en avant parlera. de dire ça, si tu veux, on s'est retrouvé en fait à se faire nasser et piéger par les Benalla, si tu veux, par toute la Mm. sécu de Macron, Mm. qui nous sont rentrés dedans assez violemment. Mm. Et là, tu as les CRS qui sont rentrés en force entre les Benalla et nous. Et Mm. nous, ils nous faisaient reculer à coup de bouclier, mais gentiment, si tu veux, les CRS. Mais ils mettaient le même tarif aux mecs de Macron. Et ça, faut quand même le voir pour le croire. Ah ouais, Ouais. incroyable. Au salon de l'agriculture, devant les caméras, devant tout ce que tu veux.
On l'a vécu, on était, vu l'équipe qu'on était, c'est pas les témoins qui manquent. Et puis il y a les images de toute façon. Mais ouais, ils reculaient d'un côté, ils nous reculaient à nous, de l'autre, ils reculaient les mecs de Macron. D'accord. C'était Oui. assez ahurissant. Mais Ouais. tu sais que vous parlez donc de la mort du monde agricole et de ceux qui veulent protéger ce système. L'autre grande maladie du monde agricole, c'est la FNSEA qui n'est pas un syndicat en fait. Je veux qu'on en parle de cette histoire de chambre là, parce qu'il faut que tu nous expliques ce qui s'est passé là. À un moment donné, il y a eu des élections, la je vais terre. t'expliquer, mais pour en finir avec le passage au salon de l'agriculture cette année, imagine-toi être un syndicat agricole sous protection policière pour pas te faire casser la gueule par les paysans dans le salon de l'agriculture. C'est quand même un concept. Si tu veux, comme on disait, nous, le jour où la CR, on est dans cette situation-là, soit on a brûlé nos cartes, soit il y a un souci, mais et puis dans leur salon, dans leur stand, t'avais que des mecs en costard. Enfin, je l'ai vu en direct. C'est pas, voilà, c'est un syndicat d'affairistes, si tu veux. C'est des gens qui sont là pour faire de l'argent, pour le monde agricole, la souveraineté alimentaire, tout ça, ils s'en tapent complètement. Par exemple, ils vont créer des méthaniseurs pour ensuite produire de la céréale enfin, c'est ridicule. Le fait de nourrir la population, ils s'en foutent complètement. Et donc, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des chambres d'agriculture? Au mois d'août, la FNSEA a senti quand même que Arnaud Rousseau, il plaisait pas à tout le monde. Du coup, ils ont fait modifier le poids des collèges. C'est-à-dire que quand tu votes dans une élection agricole, tu as des collèges. Le collège 1, le principal, c'est les paysans. Tu as les retraités du monde agricole. Tu as les salariés agricoles, les salariés chambre d'agriculture, ce que tu veux. Et tu as les OPA. Les OPA, c'est les organismes para-agricoles. C'est là que ça devient très intéressant. Excuse-moi. Là-dedans, tu as les coopératives. Tu as Groupama, donc les assurances agricoles, mais il n'y a que Groupama, il n'y a pas les autres. Au niveau des banques, tu as le crédit agricole. Tous ces gens ont un vote, en fait. Et en fait, on a modifié au mois d'août le poids des collèges. Par exemple, les retraités sont passés de 3 voix à 1. On a diminué pour qu'en fait, les paysans ne soient plus majoritaires dans les chambres d'agriculture. Et donc, tu as 4 chambres d'agriculture qui avaient été gagnées par la coordination rurale, qui ont perdu sur le vote interne parce que, bon, ils ont eu expliqué ils ont eu mis la pression plutôt au niveau des banques, des coopératives et tout ça. Et au niveau des salariés agricoles, ils leur ont expliqué qu'on allait licencier tout le monde, qu'on était des fascistes, alors que les énormes structures industrielles, c'est eux, si tu veux. Donc c'est complètement ridicule. C'était pas du tout on n'avait pas prévu de licencier tout le monde ou que sais-je. Bref. Voilà la ligne. Je me perds là. Excuse-moi, mais voilà ce qui s'est passé. Et si tu comment veux, ça s'est passé? Parce que la CR a fait quand même une grosse percée dans ces élections de chambre. Il faut quand même le savoir. Et finalement, je me rends compte un peu partout, notamment en lisant les articles et en ayant des gens au téléphone, que vous n'avez pas eu les choses obtenues au prorata des votes qui ont été les vôtres, cher Pierre Guillaume. Oui, mais alors après, c'est que aussi au niveau des chambres d'agriculture, on est sur un système très spécial. C'est-à-dire que le collège 1, donc les paysans qui représentent 18 votes, le gagnant, même si c'est 51, 49 ou ce que tu veux, bon, il y a plus de syndicats, donc c'est pas ça, mais je veux dire, même si c'est très serré, le gagnant, il prend 12 sièges, plus les 6 derniers, c'est à la proportionnelle. Donc, si tu veux, nous, dans notre département, on est le premier syndicat. C'est-à-dire que dans mon département, on est à 38,5. Les autres sont à 48, mais avec l'alliance FNSEA-JA, si tu veux. Donc, en gros, le premier syndicat du département, c'est nous maintenant. On a 3 sièges à la Chambre d'agriculture. Mais si tu veux, ça encore, c'est déjà un problème, ce système-là. Mais ce qui est hallucinant, c'est que les banques et les coopératives puissent peser pour que les chambres d'agriculture n'appartiennent plus aux paysans. Si tu veux, pour moi, une chambre d'agriculture, c'est la maison des paysans. Je ne comprends pas que les banques et les assurances y siègent. Personnellement, je suis contre ça. Mais qu'ils y siègent pour débattre, pour amener de la lumière sur des problématiques qu'on a, pourquoi pas, à la limite, j'y suis pas fermé. Mais dans quel monde ces gens peuvent décider que le syndicat qui a gagné auprès des paysans ne doit pas avoir le pouvoir? Enfin, c'est un pouvoir qu'on leur a donné qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais dû leur donner. J'ai rien contre le fait que les salariés agricoles aient voix au chapitre ou quoi que ce soit. Mais l'OPA, c'est hallucinant. Ils devraient juste se ranger derrière le syndicat qui gagne. C'est tout. Derrière la majorité, derrière le vote des paysans, quoi, tout simplement. Et là, aujourd'hui, pour terminer, il reste 3-4 minutes. Merci, cher Pierre Guillaume Mercada, d'être là ce matin avec nous sur Tocsin. Voilà, on en a parlé. Tu as parlé de l'élection de chambre. On a parlé du Conseil Constit, qui a
et qui, à un moment donné, enlevé la substantifique moelle de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on l'a dit aussi, on a un pouvoir, quel que soit le ministre de l'Agriculture ou le Premier ministre ou Macron, bon, lui ne change pas, mais on voit que les paysans, manifestement, le Mercosur va passer tranquillou loulou. Là, aujourd'hui, c'est quoi? On attend la mort? Comment ça se passe, en fait? Parce que c'est ça la question que nos internautes se posent, nos téléspectateurs se posent. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qui va se passer? Je suis malheureusement pas prophète. Alors, c'est sûr que dans le monde agricole, les gens ont pris un coup derrière la tête, quand même. Mais en fait, c'est un métier qui a une vocation, c'est une passion. Donc, les gens vont pas se laisser crever. On va continuer le combat, on va le mener. On va le mener le combat. Voilà, ça c'est certain. Après, moi, je te dis, la peur que j'ai, que je répète depuis longtemps, mais plus la situation empire, plus j'ai peur de ça, c'est qu'en fait, avec le taux de suicide qu'on a, moi, j'ai peur du moment où il y a des gens qui vont plus vouloir partir tout seuls. Et là, Dieu sait ce qui va se passer. Mais je vois pas la paysannerie, c'est l'âme de ce pays, je vois pas la paysannerie disparaître, si tu veux. Et puis, tôt ou tard, on en aura besoin, parce qu'en fait, sans souveraineté alimentaire et en produisant plus rien, déjà que notre pays, on voit qu'on est en fin d'empire et que ça va se casser la gueule. En fait, plus on creuse notre trou, plus on va se casser la gueule, mais à un moment donné, il faudra bien qu'on mange, en fait. Donc, on se remettra automatiquement à produire, tu vois. Enfin, c'est obligatoire, en fait. Là, le rêve du mondialisme, c'est que toutes les terres soient aux Chinois et aux autres, qu'on soit dépossédés de tout, puis que ce soit plus notre pays. Mais il y a un moment donné où j'espère que les gens vont quand même arrêter d'avoir l'impression qu'ils vivent un épisode Netflix et vont se remonter les manches et vont se battre, quoi. Je pense que ça va venir vraiment. Je pense que c'est au bord de l'explosion, mais voilà, je suis pas prophète. Ben, les voyants, franchement, les voyants aujourd'hui sont tous au rouge. Il n'y a pas un voyant qui est orange, quoi. Non, les voyants. Moi, j'ai suivi la crise des Gilets jaunes dès le début. La situation du pays était loin d'être celle qu'elle est aujourd'hui, hein. Et véritablement. Et à ce moment-là, les gens étaient, tu le sais, ils étaient plus qu'énervés. Il y a des gens qui étaient très, très, très énervés. Et aujourd'hui, il y a plus de gens énervés. Il y avait plus de gens dans la merde. Je suis désolé, chers amis, d'être un peu vulgaire ce matin. Et aujourd'hui, en plus, on n'a plus de démocratie, on n'a plus absolument plus rien. On est vraiment des pantins du sous-mondialisme, du dernier rayon de supermarché qui est devenu la France en tant que sous-préfecture de Ursula von der Leyen. Je vois pas comment ça peut bien finir, en fait, pour tourner la question à l'envers, quoi. Voilà. Bah, bien finir. Bon, il y aura forcément de la casse, et s'il y a de la casse, il y aura forcément des trucs qu'on n'a pas envie de vivre, ça c'est évident. Mais à un moment donné, va falloir arracher le pansement et être des grands garçons à un moment donné, c'est tout. On le sait, bon, ben, à un moment donné, ça va être à nous d'assumer et de prendre les coups qu'on n'a pas envie de prendre, mais il va falloir les prendre. C'est comme ça, faut accepter notre destin et il faut qu'on se batte, c'est tout. Après, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais notre seul espoir, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est la base de tous les problèmes, parce qu'après, tu as cette connerie là de conseil constitutionnel, on ne sait même pas pourquoi ça existe. Moi, je comprends pas, si tu veux, si demain les gens votent pour quelque chose, je comprends pas qu'on nous dise oui, mais le conseil, non, on s'en fout, en fait. On fait des référendums, voilà, si les gens ils veulent ça, c'est ça, en fait, point. On s'en tape de ce qu'on a décidé il y a 10 ans, il y a 50 ans. Voilà. Ça, pour moi, c'est fondamental. Mais le problème, c'est qu'on a le Conseil constitutionnel. Et le jour où on arrive à passer outre le Conseil constitutionnel, après, on a l'Europe qui va venir taper au carreau. Donc, il faut en sortir. Mais regarde, Pierre-Guillaume, c'est formidable. J'en ai parlé ce matin dans mon édito en intro, notamment la ZFE. C'est exactement ce que tu dis. Il y a des députés de l'opposition qui nous ont fait un petit amendement en commission et qui sont sur les réseaux sociaux nous disant c'est super, ça a été abrogé. Mais de qui se moquent ces gens? Il faut que ça repasse en plénière à l'Assemblée et au Sénat, puis après ça va passer probablement devant le Conseil constitutionnel parce qu'il y a une histoire de cavalier, et puis peut-être que ça va être, à un moment donné, ils vont renoncer à cause de l'Union européenne. Tu vois, et typiquement, ce que tu décris comme processus, c'est le cas aujourd'hui de la ZFE. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est une mesure, c'est une imposition européenne, tu vois. Donc, finalement, ces députés qui racontent, ils disent que ça a été, c'est pas abrogé, c'est pas vrai. Il faut le dire, c'est pas vrai. Non, puis leur ZFE, mais en fait, ils vont le faire appliquer à qui, ça? Pas moi, en tout cas. T'en connais, toi, des artisans et des paysans qui roulent à l'électrique? Non, et qui veulent pas rouler à l'électrique, en plus. C'est une connerie sans nom, l'électrique. Mais bon, bref,
C'est aberrant, c'est un truc de bobo. Écoute, on pourrait en parler. Les arguments, ils sont pas durs. Ils sont pas durs pour mettre des PLS, mais c'est pas le sujet du jour. Ouais. Mais c'est inapplicable. Et puis alors, tu veux le faire en France. Alors déjà en France, c'est inapplicable, mais tu vas le faire au Portugal et en Espagne aussi, en Italie aussi. Il va plus y avoir. C'est impossible leur connerie. Ouais. Et puis c'est une ségrégation. Enfin, on le répète. On a reçu ce jeudi, hier, donc Alexandre Jardin là-dessus. Mais c'est une ségrégation, une discrimination sociale. C'est les mêmes qui nous ont cassé les sabots avec la discrimination de certaines populations et qui aujourd'hui sont sur les plateaux pour vanter le mérite écologique de la ZFE. Ces gens se moquent du monde tout de même. Bien sûr qu'ils se moquent du monde, mais on va finir. Si le système ne s'effondre pas et qu'il continue de pourrir encore quelques années, on va devenir un peu comme le Brésil, par exemple, avec des zones où tu as beaucoup de police et en plus la sécurité privée sur chaque maison, en fait, avec des propriétés ultra bunkerisées, les taxis qui sont blindés, des choses comme ça. Et puis le reste, c'est la jungle. Et puis c'est tout. Mais de toute façon, l'État joue à nous faire marcher sur un fil, à nous précariser, nous étrangler gentiment, mais qu'on meure pas, tu vois, qu'on foute pas des coups, tu vois, donc faut nous étrangler tout doucement. Donc, mais l'État marche sur un fil en jouant à ça. Et le jour où ils arrivent plus à garantir la paix sociale en laissant, sur le même principe que les prisons, quoi, la drogue, les trucs, voilà, pour que les gens acceptent. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, alors tu excuseras un peu mon langage, mais le principe, c'est qu'en fait, si tu es dans un logement social au RSA, tu peux quand même te faire livrer de la merde à pas trop cher et donc t'alimenter. Ou acheter toi-même des produits bas de gamme, arriver à t'alimenter avec rien, avoir une sexualité avec la pornographie et des loisirs avec Netflix et les jeux vidéo. Donc en fait, tu peux vivre dans un tout petit appart et à partir du moment où tu as une grande télé et un frigo, arriver à... Tu comprends ce que je veux dire? Tu végètes dans un truc, mais ça te produit assez de dopamine tous les jours pour que tu sois content. Oui. Mais après, il y a cette notion de citoyenneté, de valeur et d'avenir en commun aussi. Et collectivement, qu'est-ce qu'on est prêt à ne plus accepter? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne plus accepter? Je pense que collectivement, ce sont des questions. En tout cas, merci, mon cher Pierre-Guillaume Mercadal, d'être venu ce matin, éleveur de cochons laineux en Occitanie et membre de la coordination rurale. On espère qu'à un moment donné, ça va avancer. Mais voilà, il y a des personnalités comme ça. On va se battre pour ça, mais c'est un sacré marathon. J'en ai conscience, en tout cas. Te connaissant, on ne doute pas une seule seconde de ta détermination, en tout cas. Voilà. Merci, mon cher Pierre-Guillaume. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Nous, on poursuit la matinale. Merci beaucoup. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.